L'écho de la loi, chronique d'une nuit prélude, la nuit, tel un voile épais, enveloppe la ville, la plongeant dans un silence sinistre et dissimulant sous son manteau d'encre des actes que le jour évite pudiquement. Moscou, mégapole scintillante et pleine d'espoir, se transforme en un labyrinthe d'ombre, où derrière les murs impénétrables des appartements se jouent des tragédies dignes de Shakespeare, mais teintées d'un rouge sanglant et d'un désespoir absolu. La loi, adoptée le 13 juin 2024 et censée être un rempart pour les victimes de violences domestiques, n'a pas encore imprégné les esprits, ni intégré le quotidien. Elle est semblable à une étoile à peine visible, dont la chaleur est imperceptible dans le vide glacial et infini. Malgré l'augmentation de 15% des cas de violences domestiques enregistrés au premier semestre de 2024, par rapport à la même période de l'année précédente, la conscience publique reste étonnamment inerte. Cette histoire est plus qu'un simple thriller criminel captivant. C'est un cri désespéré d'une âme emprisonnée dans la peur, et une confirmation impitoyable d'une amère vérité, même la loi la plus irréprochable est impuissante si la société reste sourde aux appels à l'aide. Comme l'a souligné l'éminent défenseur des droits de l'homme et professeur de droit pénal, Henri Reznik, la loi n'est qu'un outil dont l'efficacité dépend directement de la volonté de la société de l'appliquer et de la respecter. Sans une position civique active et sans empathie pour les victimes de violences, les lois les plus progressistes ne resteront que de belles paroles sur le papier. Première partie, symphonie de la peur. Un appartement moscovite typique en périphérie, situé dans un immeuble banal, ne se distinguant en rien des milliers d'autres. À l'étage supérieur, le téléviseur hurle, de l'autre côté du mur, les pleurs d'un enfant percent le silence, et dans l'appartement numéro 47, un drame se joue. Il est 2 heures du matin. À travers les murs fragiles de l'appartement, des cris étouffés, des bribes d'insultes grossières et des coups sourds filtrent. Alexandre, le chef de famille, tel un chef d'orchestre dirigeant une symphonie sinistre, mène cette macabre représentation de la terreur. Son épouse, Irina, se tient devant lui, recroquevillée sur elle-même comme une bête traquée, acculée dans un coin. Ses yeux, 2 lacs sombres et insondables, reflètent des années de souffrance et un profond désespoir. Chaque coup qui s'abat sur elle n'est pas seulement une douleur physique, mais aussi une blessure à son âme, à son fragile espoir d'un avenir meilleur. Alexandre est, malheureusement, un profil tristement banal, un cadre apparemment prospère, sûr de lui, habitué au pouvoir et au contrôle total. En société, il joue habilement le rôle de l'homme galant, du père attentionné, l'âme de toute compagnie. Pourtant, derrière les portes closes de sa propre maison, il se transforme en un véritable tyran, cruel et totalement imprévisible. Selon les statistiques, près d'un tiers des femmes dans le monde subissent des violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. L'alcool, souvent présent dans ces situations, agit comme un catalyseur de l'agression. Vers après vers, il libère le démon intérieur qui se nourrit de la peur et de l'humiliation d'Irina. Ce fléau de la violence domestique, profondément enraciné dans la société, exige une approche globale pour être éradiqué, impliquant un changement des normes sociales, une sensibilisation accrue et un soutien aux victimes. Les Nations Unies révèlent que la violence domestique est l'une des principales causes de décès chez les femmes âgées de 15 à 44 ans. Un soir, un dîner jugé insuffisamment raffiné par Alexandre déclencha une vague de colère en lui. Ce prétexte futile, à peine digne d'un léger mécontentement, se mua en une étincelle embrasant sa fureur. Dans un accès de rage, il frappa Irina au visage, puis au ventre. Elle s'effondra sur le sol, tentant instinctivement de se protéger des coups avec ses mains. Un cri d'horreur resta bloqué dans sa gorge, étouffé par une peur omniprésente. Pourquoi garde-t-elle le silence ? Pourquoi ne cherche-t-elle pas refuge auprès de la police ou des centres d'accueil, ces sanctuaires qui offrent abri et soutien aux victimes de violences conjugales ? Cette question lancinante entendent tous ceux qui connaissent son histoire tragique. La réponse, hélas, est aussi simple que glaçante, c'est la peur, une peur paralysante. La peur de voir la violence escalader, de subir des atrocités encore plus grandes si elle ose briser ses chaînes. La peur de détruire l'illusion fragile d'une famille, la peur du jugement impitoyable de la société, de l'incompréhension qui l'attend. La peur, enfin, de se retrouver seul avec son enfant, démuni, sans espoir d'un avenir meilleur. Comme Irina, tant d'autres femmes sont piégées dans un cercle vicieux, où la peur devient leur geôlier le plus cruel. Elles redoutent non seulement la douleur physique, mais aussi la pression psychologique, les manipulations perverses et les menaces insidieuses qui transforment leur existence en un cauchemar permanent. Elles restent figées, comme hypnotisées, croyant chaque mot, chaque promesse fallacieuse, s'accrochant désespérément à l'espoir illusoire que cette violence sera la dernière. Près de 90% des femmes victimes de violences domestiques n'osent pas chercher de l'aide,
car elles ont honte, peur et sont financièrement dépendantes de leur agresseur, ce qui ne fait qu'aggraver leur situation et perpétuer le cycle de la violence. Version française, la litanie qu'elle murmure sans cesse se mue en un bouclier, une armure fragile contre l'horreur. De l'autre côté du mur, dans l'appartement voisin, Anna Petrovna, une retraitée discrète, voit sa vie rythmée non seulement par ses souvenirs, mais aussi par les échos indésirables du foyer d'à accent grave côté. Malgré elle, elle est le témoin d'une tragédie qui se joue derrière les cloisons. Chaque hurlement, chaque coup sourd, chaque sanglot désespéré d'Irina la transperce comme des éclats de verre. Anna Petrovna n'ignore pas que, selon les statistiques, près d'un tiers des femmes dans le monde sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leur conjoint. Ce chiffre effroyable la glace d'effroi, car elle comprend qu'Irina est désormais prise au piège de cette réalité glaçante. La peur la paralyse, l'empêchant d'agir. Elle craint de s'immiscer, de devenir à son tour une cible dans ce drame cruel. Elle connaît des histoires de témoins de violences conjugales devenus les proies des agresseurs. Mais aujourd'hui, alors qu'un nouveau cri d'Irina déchire le silence, un ressort se brise en Anna Petrovna. L'appel, un cri déchirant de douleur et de désespoir, fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Anna Petrovna ne pouvait plus rester les bras croisés, feignant l'ignorance. Les mains tremblantes, elle composa le numéro de la police, ses doigts peinant à trouver les touches. La peur étreignait son cœur, mais l'espoir persistait que son appel puisse mettre fin à la violence et soustraire Irina à un destin funeste. Anna Petrovna se souvenait de l'article 20 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, qui stipulait l'obligation pour les forces de l'ordre de répondre à toute signalisation de crime, consommé ou en préparation, y compris les violences conjugales. Elle priait pour que la police arrive rapidement et vienne en aide à Irina. Au commissariat, l'agitation et le chaos habituel régnaient en maître. 24 heures au poste semblaient une éternité, un défilé incessant d'appels téléphoniques, des piles de rapports, d'interminables enquêtes de routine. Dans ce flot de banalités quotidiennes, l'appel d'Anna Petrovna résonna comme tant d'autres, ne laissant présager rien d'extraordinaire. Pourtant, le jeune lieutenant Dimitri, officier de permanence, perçut dans sa voix un tremblement à peine perceptible, sentant intuitivement que quelque chose clochait. Sans hésiter, il dépêcha une équipe de police à l'adresse indiquée. Arrivés sur les lieux, les agents furent accueillis par un silence glacial. Malgré leurs sonneries répétées, personne ne répondait. L'hypothèse d'un canular commença à se profiler, et les policiers étaient sur le point de quitter les lieux. Pourtant, le lieutenant Dimitri, malgré l'absence de signes apparents de crime, ressentait une angoisse inexplicable. Son intuition lui disait que cette tranquillité dissimulait quelque chose d'atroce. Il insista pour forcer la porte, guidé autant par son devoir que par un pressentiment obsédant. Lorsque la porte céda enfin, la scène qui s'offrit à leurs yeux choqua même les policiers les plus aguerris. Irina gisait sur le sol, dans une mare de sang écarlate. L'horreur était telle que tous restèrent figés, pétrifiés. Immédiatement, une ambulance et l'équipe médico-légale furent appelées sur les lieux. Selon les premières conclusions de l'expertise médico-légale, la cause du décès est une blessure pénétrante par arme blanche au niveau du cœur. Sur les lieux du crime, des traces de lutte et des empreintes digitales ne correspondant pas à la victime ont été relevées, confirmant la nature violente de la mort. Le lieutenant Dimitri, grâce à son intuition et sa persévérance, a permis de lancer rapidement l'enquête, espérant ainsi appréhender le coupable et faire éclater la vérité. D'après les statistiques du ministère de l'Intérieur, dans 70% des cas, l'arrivée rapide de la police sur les lieux, grâce à la vigilance des agents, est déterminante pour la résolution de l'affaire. Alexandre, figé, contemplait le corps, un couteau ensanglanté à la main. La conscience lui revenait comme après un cauchemar, et, seconde après seconde, il prenait la mesure de l'irréparable. L'enquête à venir ne présageait rien de bon. Le capitaine Elena Morozova, chargée des affaires spéciales, a pris l'affaire en main. Forte de ses années de service irréprochables, de ses centaines d'affaires résolues et de sa réputation d'enquêtrice parmi les plus rigoureuses et intègres de la ville, Elena avait été témoin de toutes les formes de cruauté humaine. Pourtant, même elle, endurcie par l'expérience, restait profondément touchée par la tragédie de cette situation. Selon les statistiques, seulement 35% des meurtres sont commis spontanément, sous l'impulsion d'une émotion violente. L'affaire actuelle, à en croire les premiers indices, pourrait bien en être une. Elena, solitaire dans l'âme, avait laissé son travail envahir sa vie personnelle. Tel un chevalier du XXIe siècle, elle s'était vouée corps et âme à la lutte contre le crime, sans attendre ni remerciement ni reconnaissance.
Pour elle, comme le suggèrent les études de la professeure de psychologie Julia Shaw, son travail était une manière de maîtriser le chaos et l'injustice du monde. Les interrogatoires ont débuté sans délai. Alexandre nie catégoriquement toute implication, affirmant ne se souvenir de rien. Pourtant, selon le docteur Reid Melnick, expert en psychologie criminelle, l'amnésie post-traumatique ne concerne que 10% des cas, et sert souvent à esquiver la responsabilité. Avec un calme glacial, Alexandre insistait sur le fait qu'Irina l'avait attaqué en premier avec un couteau et qu'il n'avait fait que se défendre. Elena ne croyait pas un mot de son récit. Les preuves crient à l'injustice. Sur la lame fatale et les vêtements d'Alexandre, le sang d'Irina parle. Le témoignage d'Anna Petrovna écarte la thèse de la légitime défense. Plus accablant encore, le voile se lève sur des années de maltraitance qu'Irina a endurées en silence. Elena plonge dans les abysses sombres du passé familial. Des faits glaçants émergent, coups répétés, humiliations constantes, pression psychologique insoutenable, une atmosphère de terreur omniprésente. L'homicide apparaît alors comme l'issue tragique, mais inéluctable, d'une spirale de violence qui a atteint son paroxysme. Les statistiques révèlent une réalité effroyable, près de 7 femmes sur 10 victimes de féminicide subissaient des violences conjugales depuis des années. L'Organisation des Nations Unies estime qu'une femme sur 3 dans le monde est confrontée à des violences physiques ou sexuelles, principalement de la part de son partenaire intime. Ces chiffres témoignent de la gravité et de l'universalité du fléau des violences domestiques, dont les conséquences sont trop souvent fatales. Longtemps contenue, la violence a probablement conduit Alexandre à une explosion d'agressivité incontrôlable. De son côté, Irina, dont la peur et le sentiment d'impuissance ont été nourris par des années d'humiliation, s'est retrouvée incapable de se défendre. Dans l'enquête sur le meurtre d'Irina, l'inspectrice Elena doit faire face à une pression immense et à de nombreux obstacles. Sa hiérarchie la pousse à clore rapidement l'affaire, tandis que les avocats expérimentés d'Alexandre, soupçonnés d'avoir tué sa femme, manœuvrent habilement pour retarder le procès, exploitant toutes les failles juridiques possibles. Les témoins, craignant pour leur sécurité ou ne souhaitant pas s'immiscer dans cette sombre affaire, refusent de témoigner et évitent de coopérer avec les enquêteurs. Cependant, Elena, animée par son sens du devoir et une foi inébranlable en la justice, refuse de céder. Elle est consciente qu'elle seule peut faire éclater la vérité pour Irina et punir le coupable. Le portrait psychologique d'Alexandre qui se dessine au fil de l'enquête révèle une personnalité complexe et inquiétante. Il présente des traits narcissiques prononcés, manifestant un égoïsme et un sadisme extrême. Persuadé de sa supériorité sur les autres, Alexandre se croit autorisé à disposer de la vie de sa femme comme si elle lui appartenait. Il n'éprouve aucun remords ni regret, ce qui témoigne d'une absence totale d'empathie et de principes moraux. Le comportement d'Alexandre, selon les psychologues, trouve souvent sa source dans des traumatismes psychologiques profonds vécus durant l'enfance. L'analyse de son passé révèle en effet un environnement familial marqué par la cruauté et la violence. Son père, un homme despotique et autoritaire, humiliait constamment sa mère. De telles expériences, d'après les études en psychologie du développement, peuvent engendrer chez l'enfant un complexe d'infériorité, compensé par le développement de traits narcissiques et une soif de domination. L'attitude d'Alexandre pourrait ainsi être interprétée comme une tentative de restaurer un sentiment de contrôle et d'estime de soi perdu, en reproduisant sur les plus faibles la colère et l'humiliation subies autrefois. Son histoire, hélas, n'est pas isolée. De nombreuses recherches, incluant les travaux d'Arthur Miller et d'Alice Miller, démontrent l'impact profond et durable des mauvais traitements infantiles sur la psyché, menant à divers troubles psychologiques et difficultés relationnelles. Alexandre semble avoir été pris au piège d'un cercle vicieux de violence, héritant de la cruauté de son père et commettant, en fin de compte, un acte terrible. Si certains éléments ont pu être un déclencheur du comportement déviant d'Alexandre, cela n'excuse en rien son crime. Hélène, cherchant à comprendre les motifs qui l'ont poussé à tuer, s'interroge, s'agissait-il d'un acte spontané, fruit d'une impulsion soudaine, ou d'un acte prémédité, mûrement réfléchi? Elle penchait de plus en plus pour la thèse d'un accès de rage soudain, compte tenu du tempérament impulsif d'Alexandre et de son incapacité à maîtriser ses émotions. Il est bien connu que les individus ayant des difficultés à gérer leurs sentiments sont plus enclins à des actes impulsifs. Des études ont démontré que l'alcool, agissant comme un désinhibiteur, peut réduire le contrôle sur le comportement et augmenter la probabilité d'actions agressives. Dans cet état, même un conflit mineur peut dégénérer en une explosion de fureur incontrôlable. Le procès représente l'apogée de cette tragédie. Une atmosphère de tension palpable règne dans la salle d'audience. Alexandre,
assis sur le banc des accusés, fixe l'assistance avec une assurance glaciale, comme détaché de la scène. Son regard ne trahit ni remords, ni peur, ce qui ne fait qu'accentuer l'impression sinistre qui se dégage de l'ensemble. Le 6e amendement de la Constitution lui garantit un procès équitable, mais la justice sera-t-elle en mesure de rendre un verdict à la hauteur de son crime et d'apporter un soulagement, même partiel, à la partie lésée? La question reste en suspens jusqu'au prononcé du verdict. Dans la salle d'audience, une tension palpable flottait dans l'air. Les avocats d'Alexandre, le visage empreint d'un mélange d'espoir ténu et de concentration intense, s'efforçaient désespérément d'atténuer le sort de leur client, exploitant la moindre faille juridique. De l'autre côté, Elena, l'accusatrice, se dressait, animée d'une détermination sans faille et d'une foi inébranlable en la justice. Avec une méticulosité chirurgicale, elle présentait les preuves, rassemblant les fragments épars de vérité afin de tisser une toile cohérente de la tragédie qui s'était déroulée. Les témoins, convoqués à la barre, défilaient, révélant les détails intimes des relations tumultueuses entre Alexandre et Irina, la victime. Elena, tel un fin psychologue, dressait le portrait psychologique d'Alexandre, dévoilant une personnalité complexe, marquée par des tendances à l'agression et à la manipulation. Son plaidoyer n'était pas une simple énumération de faits, mais un appel vibrant à la justice, s'adressant au tribunal et à la société tout entière. Elle dénonçait le fléau de la violence domestique, un problème insidieux qui gangrène nos sociétés. Elena insistait sur le fait que la violence conjugale n'est pas une simple querelle de ménage, mais un abus de pouvoir systématique, engendrant des traumatismes physiques et psychologiques profonds, conduisant parfois à l'irréparable. Les avocats d'Alexandre, dans une tentative désespérée, s'efforçaient de discréditer Irina, la dépeignant comme une femme psychologiquement instable, dont les actions auraient provoqué le conflit. Face à l'implacable machine judiciaire, ils avaient déployé une multitude de stratégies, cherchant à éveiller la compassion des jurés pour leurs clients et à instiller un doute raisonnable quant à sa culpabilité. Néanmoins, comme le démontrent de nombreuses études, accuser les victimes de violences domestiques de provocation relève trop souvent d'une tentative abjecte de rejeter la faute sur la personne meurtrie et de justifier les actes inqualifiables de l'agresseur. Le moment fatidique arriva enfin, le prononcé du verdict. Le juge, impassible, entama la lecture de la sentence. Chaque mot, tel un coup de marteau, résonnait dans le silence oppressant de la salle. Alexandre est reconnu coupable de meurtre avec une cruauté particulière. Un silence de cathédrale suivit, plus assourdissant que jamais. Il est condamné à 15 années de réclusion criminelle. Le silence se fit sépulcral, seulement troublé par quelques sanglots étouffés et des soupirs déchirants. La justice avait triomphé, certes, mais à quel prix exorbitant. Elena sentit une vague de soulagement l'envahir. Un sentiment de justice, enfin, semblait se faire jour. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que cette victoire, si douce soit-elle, n'était qu'une infime avancée sur un chemin encore long et semé d'embûches. Cette victoire judiciaire contre son agresseur avait été rendue possible grâce à une nouvelle loi, promulguée le 13 juin 2024, renforçant les sanctions contre les violences domestiques. Une loi qui, comme tout instrument juridique, a ses limites. Elle ne saurait être une solution miracle ni éradiquer, d'un coup de baguette magique, le fléau des violences familiales. Pour opérer un réel changement, il faut bien plus, une transformation profonde des mentalités, une remise en question des stéréotypes et des préjugés tenaces. Il faut reconsidérer notre regard sur les femmes, sur la famille, sur la notion même de violence. L'histoire d'Elena, bien que douloureuse, est un avertissement crucial. Elle nous rappelle que la violence ne connaît ni frontières sociales, ni économiques, ni culturelles. Voici une histoire poignante sur le combat contre la violence domestique. La violence domestique est un fléau insidieux, capable de s'infiltrer au sein de chaque famille, de chaque strate de la société, laissant derrière elle des cicatrices profondes, souvent indélébiles. Les statistiques sont alarmantes. Selon les chiffres de l'Organisation des Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde est victime de violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, le plus souvent infligées par son partenaire intime. Ces données glaçantes mettent en lumière l'ampleur du problème et l'impérieuse nécessité d'agir. Juste après le prononcé du jugement, Hélène s'est rendue dans un refuge pour femmes victimes de violences conjugales. Elle ressentait le besoin impérieux de partager son histoire, d'encourager d'autres femmes à briser le silence et à ne pas avoir peur de demander de l'aide. Car le silence, c'est le principal allié de la violence. Les refuges, tels celui visité par Hélène, jouent un rôle essentiel en offrant soutien et protection aux victimes. Ils proposent un hébergement temporaire, une assistance psychologique,
des conseils juridiques et aide les femmes à reconstruire leur vie, loin de la peur et de l'humiliation. Hélène croisait leurs regards, des regards où se reflétait un océan de douleur et une peur indicible. Dans ses yeux, une question muette, un cri silencieux, longtemps resté inaudible. Elle sentait au plus profond d'elle-même que sa mission, à la fois en tant qu'enquêtrice et qu'être humain, était loin d'être accomplie. En assumant la responsabilité du destin d'Irina, l'orpheline d'une des victimes, elle prenait conscience de la fragilité et de la vulnérabilité de cet enfant face à un monde impitoyable. Son rôle auprès d'Irina évoluait subtilement. De simple enquêtrice chargée d'une affaire de violence domestique, elle se transformait en une amie loyale, une conseillère avisée, une personne capable d'offrir réconfort et compréhension. Elle aidait Irina à s'adapter à sa nouvelle vie, à retrouver confiance en l'avenir, à penser les blessures émotionnelles infligées par le traumatisme vécu. Cette affaire mettait en lumière un ensemble de problèmes profondément ancrés, exigeant une attention immédiate. Comment la société avait-elle pu si longtemps fermer les yeux sur la violence conjugale, la laissant prospérer derrière des façades apparemment sans défaut? Pourquoi les victimes gardaient-elles le silence, craignant de révéler leurs souffrances et leurs peurs, redoutant le jugement et les représailles de leurs bourreaux? Les études démontraient que la honte, la peur de la stigmatisation et la dépendance financière étaient les principales raisons qui empêchaient les victimes de demander de l'aide. Pourquoi les auteurs de violences domestiques ont-ils si souvent l'impression d'agir en toute impunité, forts de leur pouvoir et de leur sentiment de toute puissance? Cette question lancinante trouve une partie de sa réponse dans l'inefficacité relative des forces de l'ordre, les lacunes législatives et l'attitude parfois indulgente de la société face aux manifestations d'agression au sein du foyer. Il incombe à chacun d'entre nous, en tant que membre de la société, de chercher des réponses à ces questions complexes. Nous devons impérativement changer notre perception de la violence, en la reconnaissant une fois pour toutes comme inacceptable et criminelle. Il est de notre devoir d'apprendre à décrypter les appels à l'aide dissimulés derrière le masque du silence et de la peur, de témoigner de l'empathie et d'offrir un soutien concret à celles et ceux qui ont subi des violences. Notre ambition est de bâtir une société où chaque individu, quel que soit son sexe, son âge ou son statut social, se sent en sécurité, protégé contre toute forme de violence et de discrimination. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons affirmer avec certitude que notre mission est accomplie, que nous avons édifié un monde digne de l'être humain. L'histoire d'Irina n'est pas un simple fait divers, mais le reflet tragique d'une lutte acharnée pour la justice, le respect de la dignité humaine et le droit fondamental à une vie sûre et épanouie. Son récit est un écho douloureux des imperfections de la loi qui, hélas, ne résonne pas toujours avec suffisamment de force et de conviction pour protéger efficacement les victimes de violences conjugales. La violence domestique, tel un cancer insidieux, ronge la société de l'intérieur, détruisant des vies et brisant des destins. La victime se retrouve alors comme un oiseau en cage, rêvant de liberté, mais incapable de s'envoler. Selon les Nations Unies, une femme sur 3 dans le monde est confrontée à des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie, le plus souvent de la part d'un partenaire ou d'un membre de sa famille. Ces chiffres choquants révèlent l'ampleur du problème et l'urgence d'agir. Il est crucial de comprendre que la violence domestique n'est pas une simple querelle familiale, mais un crime grave qui viole les droits fondamentaux de la personne, tels que le droit à la vie, à la sécurité et à l'intégrité physique. L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Or, la violence domestique bafoue ces droits, empêchant la victime de s'épanouir pleinement. Lutter efficacement contre ce fléau exige une approche globale, comprenant l'amélioration des lois, le renforcement du système judiciaire, l'élargissement du réseau de soutien aux victimes et, surtout, un changement des mentalités. Il est impératif que chacun prenne conscience de l'intolérabilité de la violence sous toutes ses formes et soit prêt à aider ceux qui en ont besoin. Les hommes ont un rôle essentiel à jouer dans la prévention de la violence domestique. Il est impératif de les ériger en modèle de respect envers les femmes, de les voir s'élever avec force contre toute manifestation de violence et de tendre une main secourable à celles qui en sont les victimes. L'éducation des garçons doit s'inscrire dans un esprit d'égalité et de respect mutuel, afin de prévenir l'émergence de comportements agressifs dans leur avenir. Chacun d'entre nous détient le pouvoir d'apporter sa pierre à l'édifice de la lutte contre la violence domestique, que ce soit en offrant un soutien indéfectible à un ami ou un membre de la famille touché par ce fléau, en alertant les forces de l'ordre face à un acte de violence avéré, ou simplement en sensibilisant son entourage à cette problématique cruciale. C'est en unissant nos forces que nous pourrons bâtir une société libérée de la violence, où chaque individu se sentira en sécurité et aura la possibilité de s'épanouir pleinement. Le criminel se révèle tel un loup dissimulé sous les traits d'un agneau, dissimulant avec art sa cruauté derrière un masque de respectabilité. Il excelle dans l'art de manipuler la confiance de son entourage,
exploitant les faiblesses de la nature humaine à des fins égoïstes. La loi, quant à elle, doit se dresser tel un glaive à double tranchant, voué à protéger les plus vulnérables contre l'arbitraire des puissants. Sa lame acérée doit punir le mal et servir de rempart inébranlable pour ceux qui se trouvent en position de faiblesse. Le silence se fait complice involontaire du crime, permettant au mal de se propager et de consolider ses assises. Quiconque reste insensible à la détresse d'autrui signe, sans le vouloir, un arrêt de mort non seulement pour la victime, mais aussi pour l'ensemble de la société. Tels des médecins luttant avec acharnement pour sauver un patient incurable, les avocats sont confrontés à un destin scellé. Ils naviguent dans un labyrinthe de dilemmes moraux, cherchant un équilibre fragile entre la loi et la justice. Le procès devient un théâtre de l'absurde, une scène où se joue la tragédie humaine, mêlant mensonge et vérité, ruse et espoir, où les enjeux atteignent des sommets vertigineux. Le verdict, aussi sévère soit-il, n'est que le point de départ d'un chemin ardu vers la réparation. Il se doit d'être un avertissement, un symbole de la punition inéluctable. La mémoire, arme puissante contre la violence, nous rappelle les noms des victimes, les circonstances des tragédies, pour éviter que l'histoire ne se répète. L'affaire du meurtre d'Irina illustre comment un drame peut secouer une société, la forçant à s'interroger. Les médias, en gardiens vigilants, ont relaté chaque étape de l'enquête et du procès, captivant l'attention du public face à cette tragédie. Tel un cri de conscience, les organisations publiques se sont mobilisées, orchestrant des manifestations pour dénoncer la violence domestique et réclamer des mesures renforcées pour la protection des droits des femmes. Les statistiques du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie révèlent qu'une femme sur 3 dans le pays est victime de violences conjugales, un chiffre alarmant qui souligne l'urgence d'une action décisive. Selon un sondage national réalisé par le Centre Levada en l'an 6, plus de 70% des Russes considèrent la violence domestique comme inacceptable. Cependant, malgré cette condamnation générale, à peine 10% des victimes osent solliciter l'aide des forces de l'ordre, souvent par crainte du jugement social et par manque de confiance en l'efficacité de la justice. L'histoire tragique d'Irina, qui a suscité une vive émotion dans l'opinion publique, a mis en lumière la gravité du problème de la violence domestique et a provoqué une vague d'indignation, amenant beaucoup à s'interroger sur les lacunes du système de protection des victimes. L'expression de profonde compassion envers la famille de la défunte a agi comme un catalyseur, lançant des débats passionnés sur la nécessité de réformer la législation et de renforcer les sanctions pour de tels crimes. Cette affaire a révélé plusieurs aspects essentiels qui nécessitent une attention immédiate. Premièrement, la violence domestique n'est pas simplement une tragédie individuelle, mais un grave problème de société qui mine les fondements d'une communauté saine. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une femme sur 3 dans le monde est confrontée à la violence physique ou sexuelle au cours de sa vie, ce qui témoigne de l'ampleur de ce fléau. Deuxièmement, si la loi est un instrument crucial dans la lutte contre la violence, elle ne suffit pas à elle seule. Face à la tragédie de la violence domestique, une approche globale s'avère indispensable. Cette stratégie doit englober 5 axes majeurs: la prévention, l'éducation, le soutien aux victimes et l'application implacable de la loi envers les auteurs de ces actes. L'efficacité des forces de l'ordre, des services sociaux et des institutions médicales est primordiale pour éviter de tels drames. La société doit s'investir pleinement dans la lutte contre ce fléau. Cela implique de condamner fermement toute forme de violence, d'apporter un soutien concret aux victimes, de faciliter leur reconstruction et de créer un climat d'intolérance envers les agresseurs. Chacun peut contribuer à bâtir un environnement sûr pour ceux qui se trouvent en détresse. Ensuite, les victimes de violences conjugales doivent bénéficier d'une aide immédiate et globale. Cela comprend l'accès à un hébergement sécurisé, un accompagnement psychologique, des conseils juridiques et une assistance financière. Il est essentiel que les victimes sachent qu'elles ne sont pas seules et que des personnes sont prêtes à les aider. Des lignes d'écoute spécialisées et des centres de crise sont disponibles pour fournir une assistance d'urgence aux personnes touchées. Enfin, il est impératif que les auteurs de violences rendent pleinement compte de leurs actes. La justice doit sévir avec fermeté afin de dissuader et de protéger. L'inéluctabilité de la sanction est un rempart essentiel contre l'agression, un signal clair que la violence ne sera jamais tolérée. Il est impératif de renforcer notre système judiciaire afin qu'il puisse traduire les coupables en justice avec une efficacité accrue, tout en assurant la protection des droits des victimes. L'histoire d'Irina nous rappelle avec force que la violence domestique peut frapper n'importe quel foyer, sans distinction de statut social ou de niveau d'instruction. C'est une tragédie qui ne doit plus jamais se reproduire. Nous avons le devoir sacré de bâtir une société où chaque individu se sent en sécurité, protégé et libre de toute forme de violence.
Ce n'est qu'en unissant nos forces que nous pourrons éradiquer ce fléau et construire un monde où le respect et la dignité de chacun seront garantis.